Bonsoir. Après moult hésitations, le Cameroun s'achemine-t-il vers l'utilisation de la chloroquine pour combattre le Covid-19? Aujourd'hui, on l'a appris par correspondant public adressé au ministre de la Recherche scientifique, la production d'un stock massif de chloroquine. Est-ce que le Cameroun s'est mis donc résolument sur le chemin de la chloroquine pour traiter cette pandémie? On en parle au cours de ce programme avec des spécialistes venus de part et d'autre pour essayer de nous faire comprendre les tenants et les aboutissants de cette affaire. Madame, Monsieur, bienvenue à toutes et à tous. Merci. Ils sont trois qui nous ont fait l'honneur de venir sur ce plateau. Je commence par le vice-président de l'Ordre des pharmaciens du Cameroun, Dr Christophe Apouam. Bonsoir, bienvenue. Bonsoir, Monsieur Bouba. Bonsoir également à mes co-panélistes. Et je voudrais dire un bonsoir plutôt à tous et aux millions de téléspectateurs qui nous regardent ici et au-delà de notre pays. Merci d'avoir accepté notre invitation, docteur. Pied levé. Et des hommes politiques, des journalistes, d'abord, d'un confrère, Denis Ongba. Denis, bonsoir, bienvenue. Bonsoir Bouba, bonsoir à co-panélistes, bonjour à vos téléspectateurs, c'est un plaisir d'être là. Figure emblématique, très enviée, très prisée même ces jours-ci sur les chaînes de Canal 2 International, très redemandée. Thierry Roland, énorme. Bonsoir, bienvenue Thierry. Merci Bouba, bonsoir à vous, bonsoir aux illustres personnalités qui partagent la table du débat avec nous aujourd'hui. Bonsoir à tous les nombreux téléspectateurs de la 2 et je les remercie. Si tant est-il que ce que vous dites soit avéré, je les remercie de ce soutien et je voudrais rendre hommage particulièrement, et je profite que Monsieur le vice-président de l'Ordre des pharmaciens soit là, aux pharmaciens, à tous les personnels sanitaires, les médecins, les infirmières, le ministre de la Santé, toutes ces personnes-là qui se mobilisent au quotidien pour nous donner espoir. Les chiffres que nous avons eus, ou les statistiques que nous avons eues aujourd'hui de la part du ministre de la Santé, nous donnent espoir. Et j'étais un peu regaillaté. C'est l'occasion. Vous voyez, dans d'autres pays, chaque soir, il y a tout le pays qui se mobilise à une heure précise pour rendre hommage d'une façon particulière. C'est soit avec des cris, c'est soit avec des applaudissements. Je crois que c'est le moment aussi de donner de la force à ces gens-là qui vont travailler tous les jours la peur au ventre. C'est vrai que tous les Camerounais aujourd'hui marchent dans les rues, sortent le matin avec la peur au ventre, mais ceux-là encore plus. Il faut leur rendre hommage, il faut leur donner du courage, il faut leur faire ressentir que nous sommes conscients des efforts qu'ils sont en train de fournir et que vraiment tous nos espoirs sont sur eux. Je présume, il y en a plein. Nous avons des proches, nous avons des parents là. Ils vont faire 2 jours, 3 jours à l'hôpital. C'est difficile pour eux de rentrer. Ils rentrent, ils sont surmenés, ils sont stressés. Ils ont peur parce que c'est des humains aussi. Ils sauvent des vies, mais ils ont peur d'en perdre aussi. Ils travaillent la peur au ventre. Ils vont au contact, n'est-ce pas? Ils vont aspirer, j'ai envie de dire, ce virus-là au quotidien. Donc, vous avez toute notre estime, vous avez toute notre reconnaissance et vous avez tout notre soutien. Avant de faire le point, je vous invite à regarder ce tweet du ministre de la Santé publique qui fait état de la situation actuelle du coronavirus, qui dit, le docteur Manaouda Madachi, au moment où nous avons 24 cas positifs de plus ce jour, j'ai le plaisir de vous annoncer que nous enregistrons également 43 cas guéris, soit 11 à la Kenkini, 17 à l'hôpital général de Yaoundé, 9 à l'hôpital Jamo, 6 à l'hôpital central. Je félicite à cet effet le personnel
médical pour son professionnalisme. Toujours le ministre de la Santé à travers son tweet pour nous faire le point de la situation aujourd'hui, des cas, un total de 685 cas déjà enregistrés au Cameroun pour 9 décès et avec environ 616 personnes qui sont d'ores et déjà hospitalisées. On va revenir tout à l'heure sur cette correspondance du ministre de la Santé adressée au ministre, à son collègue du ministère de la Recherche scientifique. Avant d'arriver sur cette correspondance, je commence par vous. Comment est-ce que vous avez accueilli cette nouvelle dans l'ordre des pharmaciens du Cameroun? Laquelle des nouvelles La nouvelle, c'est-à-dire 41 cas guéris. Oui. Nous sommes très heureux parce que ça montre que les efforts qui sont faits par les soignants portent. Et ça donne également espoir. Ça montre qu'on peut en sortir, on peut guérir de cette infection, de cette maladie qui, pour certains, est un peu comme un acte de condamnation à mort quand ils ont donc... Certainement que nous avons accueilli cela avec beaucoup d'enthousiasme et on s'est dit que le travail qui est fait va continuer à payer, même comme il faudrait pouvoir aller sur certains aspects plus loin. Je pense qu'on va y revenir au courant de cette émission. Sur les cas des personnes guéries, du coup, on s'interroge un peu sur le process. Comment est-ce que ces personnes font pour être guéries, dans la mesure où officiellement jusqu'ici, Thierry et non, on n'a pas encore trouvé de remède à cette pandémie. Écoutez, je me satisfaisais d'entendre de cette nouvelle du ministre. Je n'étais pas très habitué à commenter, je les lisais plus ces tweets, mais aujourd'hui je suis allé commenter. Et c'était un merci, 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 monsieur le ministre, bon courage. Bon courage à vous et à tous les personnels médicaux, parce qu'ils ont en faux. Avant-hier, nous étions à 17 guéris. Nous avons eu 43 en 48 heures. Et je m'étonnais dans une plateforme numérique qu'aujourd'hui, ce matin, le ministre n'avait pas fait de tweet entre 5 heures et 8 heures comme il nous avait habitués. Donc, ce mystère-là cachait une bonne nouvelle. Cela veut dire que il y a au moins, cette situation veut dire que il y a au moins plusieurs protocoles de traitement qui ont été éprouvés et qu'il y a au moins un qui fonctionne. Et c'est celui-là avec qui il faut se concentrer. Et la correspondante dont nous parlerons tout à l'heure, et qui a fait l'objet d'un débat ici, ce week-end, dans une émission où j'étais, et je tiens également pour preuve une interview du ministre de la Santé à la télévision nationale, notamment au journal officiel, au journal télévisé, du 20h30, où il disait que quels que soient les protocoles administrés aujourd'hui, ils sont bâtis autour de l'hydroxychloroquine. Maintenant, il y a d'autres formules par rapport au cas par cas qu'on peut ajouter. Mais la formule de base, le protocole de base, c'est celui-là. Et je crois que les travaux du professeur Raoul, que je salue ici, sur lesquels plusieurs pays se sont alignés, sont la base, n'est-ce pas, de ce combat, de la future victoire de l'humanité sur ce virus qui l'a presque anéanti. On en parlera tout à l'heure, on va rentrer dans le détail quand on aura la quintessence de la correspondance du ministre de la Santé publique. Pour vous, vous avez accueilli cette nouvelle comment? Est-ce qu'il y a des signes sur lesquels les Camerounais peuvent avoir espoir? On parle de 17 à une quarantaine de personnes déjà guéries. Ça suscite de l'espoir? Oui, de l'espoir, c'est réel. J'ai moi aussi félicité le tweet du ministre. D'abord, j'étais surpris positivement de savoir que un pays comme le Cameroun, qui est un pays, on va le dire, de très loin par rapport aux grands pays, peut avoir cette capacité à un temps laps, à une certaine vitesse d'arriver à vaincre une maladie qui, jusqu'aujourd'hui, au plan international, n'a pas encore de solution. Ma question était une question naïve, mais quelle est notre recette? Comment nous on arrive à faire? Je joins ma parole à celle de Thierry pour féliciter notre corps médical, pour féliciter le travail qui a été abattu. Je crois effectivement qu'il y a là certainement une recette. Et je veux dire que la lettre du ministre est certainement une résonance à ces cas qui ont été traités. Il y a là certainement
une fleur qui apparaît. Il y a là une lumière qu'on peut commencer à apercevoir et qui indique donc qu'on commence à voir quelque chose. On commence à voir quelque chose qui est très contextuel aussi. On a un pharmacien avec nous, il va m'arrêter si je me trompe, mais qui montre que les cas qui sont chez nous, en tout cas nos chercheurs, nos scientifiques, nos médecins, ont déjà pu obtenir et avoir quelque chose qui leur permet donc de pouvoir avancer. Il faut également regarder le taux de personnes soignées. Nous sommes là à plus de 50%, je crois même à plus de 100%, parce qu'on est parti de 17 à 43%. Ce bond-là montre qu'effectivement, il y a une bonne maîtrise. Donc il y a de l'espoir, il y a de l'espoir. Et autre chose aussi, je ne sais pas si les deux peuvent être liés, il y a également que le taux de personnes infectées a été relativement bas depuis 1 ou 2 jours. Je ne sais pas si les deux sont liés, mais en tout cas, on peut constater que entre le taux de personnes infectées et le taux de personnes soignées, il y a une corrélation possible. Cela veut dire que le corps médical progresse, travaille, et qu'on commence à avoir des recettes, on commence à avoir des choses qui peuvent nous indiquer que dans quelques jours, pourquoi pas, le Cameroun peut servir de modèle, parce qu'il faut le dire, je n'ai pas regardé, je n'ai pas vu, sauf si je me trompe, dans beaucoup de pays du même niveau que nous, une telle progression dans les cas traités. Je voulais qu'on partage ensemble un extrait de la correspondance du ministre de la Santé publique à son collègue du ministère de la Recherche scientifique et de l'innovation. Je vous donne juste un extrait. J'ai l'honneur de vous faire connaître qu'en ce moment, le protocole de soins mis en place par les cliniciens dans le cadre du traitement des patients produits du Covid-19 est construit autour de la chloroquine. Cependant, ce produit ayant été retiré de notre marché depuis quelques années, les unités de prise en charge de malades Covid-19 se trouvent actuellement en rupture du dit produit. Aussi, voudrais-je, au cas où vous aurez des intrants nécessaires disponibles, vous demander de bien vouloir lancer dès ce jour sous la surveillance qualité des laboratoires agréés la production du dit médicament. Mes services techniques compétents, notamment la direction de la pharmacie, du laboratoire et des médicaments, se tient à votre disposition pour tout accompagnement. Donc c'est cette correspondance qui date d'aujourd'hui du ministre de la Santé qui déclenche ainsi le processus de fabrication de la chloroquine par le ministère de la Recherche scientifique et de l'innovation. Vous avez été surpris quand vous avez appris cette nouvelle, ou alors c'est une nouvelle qui arrive à point nommé chez les pharmaciens, vous dites, oula, on avait une histoire qui était sur le marché, qui a été retirée, maintenant on demande d'en fabriquer. Comment vous avez accueilli cela? Pas tout à fait surpris, parce que si je me réfère déjà à ce qui se dit ici sur le plateau, vous savez très bien qu'on parle de chloroquine depuis un certain temps. Que le protocole, certes, le protocole que le professeur Raoult a mis au point, certes, il questionne à différents niveaux, mais il a été adopté par certains pays et notre ministre de la Santé l'a si bien dit. Également, je pense que le professeur Sogui l'a aussi laissé entendre lors d'une de ses interventions en disant que dans les cas qui ont été traités, il y avait de la chloroquine. À partir du moment où on parle de chloroquine, ça ne nous a pas trop surpris qu'on parle de production. Alors, cela étant dit, il faut bien comprendre que la correspondance du ministre de la Santé de ce jour parle de production locale par un institut de recherche qui s'appelle l'IFPM, institut placé sous la tutelle du ministère de la Recherche scientifique et technique. Il vous souvient également qu'il y a quelques jours, Madame le ministre de la Recherche scientifique et technique, et de l'innovation plutôt, a clairement dit qu'ils étaient en mesure de produire de la chloroquine si le ministre de la Santé donnait l'autorisation.
Je voudrais donc rappeler à ce titre que il y a déjà quelques années ou quelques décennies, cet institut fabriquait déjà de la chloroquine sous le nom de Cepamaquine. Ça se faisait dans le cadre des travaux qu'ils faisaient à ce niveau-là. Mais ça fait, comme je vous ai dit, un certain temps que ça n'a pas été fait. Et les procédures en matière de fabrication, notamment les bonnes pratiques de fabrication, qui sont des concepts universels, qui permettent de mettre sur le marché des produits de qualité dont la sécurité est testée, dont l'innocuité ne fait aucun doute, et également dont la sûreté a été avérée, respecte un certain nombre de process. Il faut aussi dire, permettez, M. Bouba, que j'aille jusqu'au bout, oui. Parce qu'il faut aussi dire que, tel que l'a dit Madame le ministre hier ou avant-hier, je l'ai suivi dans la chaîne publique, je crois, il est bien précisé qu'un organisme de recherche n'est pas habilité à commercialiser. Donc, ce que j'ai pu comprendre, c'est que c'est une fabrication qui servirait à aider, parce que nous sommes en période de crise. Mais la question que nous, en tant que professionnels, on s'est posée, c'est que, est-ce que, au jour d'aujourd'hui, cet institut remplit les critères qui sont définis dans les bonnes pratiques de fabrication qui font partie de notre corpus réglementaire. Le ministre de la Santé... C'est-à-dire, vous faites allusion à la fiabilité? Il y a un ensemble d'éléments techniques qui entrent dans ce que je suis en train de dire. Quand vous devez fabriquer, vous devez d'abord être agréé. Vous devez être agréé pour ça. Vous devez avoir des ressources humaines compétentes pour ça. Vous devez avoir des process définis, validés pour cela. Et vous devez être contrôlé de façon à ce que quand vous allez libérer vos lots, que vous soyez certain que ces lots sont de qualité. Alors, il se trouve que dans cette lettre, Monsieur le ministre autorise l'IMPM à fabriquer de la chloroquine, de l'hydroxychloroquine, je crois. Et la première question qu'on se pose, c'est que est-ce qu'ils auront les intrants nécessaires? La deuxième question, c'est que est-ce qu'ils auront la capacité de produire? Pas sur le plan des ressources humaines, parce que je voudrais vous dire que celui qui dirige ce laboratoire, c'est un professeur de galénique. Il a un certain nombre de connaissances. Il a même déjà produit dans ce cadre-là cette chloroquine. Mais vraiment, sans insister dessus, nous, dans la profession, on aurait pensé ceci, que à partir du moment où la chloroquine avait été retirée, il suffit. La première chose, c'est de redonner une autorisation pour qu'on puisse la faire. Et deuxièmement, de permettre aux structures privées, il y a quelques structures privées qui sont bien dotées, qui sont tout à fait bien dotées, qui auraient pu le faire pour répondre aux mêmes besoins. Étant entendu que ces structures privées, pour deux d'entre elles, qui sont vraiment, je n'ai pas envie de citer ici pour ne pas faire de la publicité, qui sont des multinationales en réalité, et qui ont la capacité de pouvoir mobiliser très facilement les matières premières. C'est surtout ce côté-là où on s'est dit que c'était peut-être l'occasion de booster cette industrie pharmaceutique locale naissante en lui confiant ces tâches-là et en faisant en sorte que ça puisse être fait. Alors, mais sauf qu'on vous entend parler, vous posez a priori deux problèmes. Le premier problème qui est un problème d'intrant, c'est-à-dire la matière première. Est-ce que cet institut aura la matière première pour pouvoir fabriquer ce médicament? Un, et de deux, il fallait peut-être penser octroyer cette fabrication à un organisme agréé, un laboratoire, pourquoi pas, qui en a l'habitude de le faire. Est-ce que pour vous, ces deux aspects peuvent plomber cette initiative du ministre de la Santé? Tout à fait. Ça pourrait faire en sorte que l'idée louable qui est de mettre à disposition des médicaments de qualité ne soit pas
atteinte. Pourquoi? Simplement parce qu'aujourd'hui, je ne sais pas si cet institut est capable, aujourd'hui, je répète, de pouvoir avoir surtout la matière première, les principes actifs. Je ne suis pas certain. Je ne suis pas certain pourquoi? Parce que c'est un domaine qui fait appel à un certain nombre de connexions à l'international. Et les laboratoires privés savent le faire puisqu'ils le font depuis... ça fait partie de leur job. Par contre, c'est pour ça que je vais nuancer mon propos en disant que à ce stade-ci, si vous voyez l'exemple du Maroc, pour parler des pays africains, l'exemple de l'Algérie, je me suis entretenu ce matin avec le ministre algérien du développement de l'industrie pharmaceutique. Il m'a dit ceci, qu'ils ont fabriqué, ils ont un laboratoire privé qui a fabriqué, mais pour les matières premières, ils ont dû, l'État a dû négocier avec l'Inde pour pouvoir l'acquérir. C'est pour ça que je nuance mon propos en disant que, en principe, ils ne pourraient pas. Mais s'ils ont l'appui de l'État qui va négocier, qui va faire en sorte que ces matières premières qui sont exclusivement, quasiment, c'est l'Inde et la Chine qui en produisent. Donc à ce niveau-là, ce n'est pas simplement parce qu'on a de l'argent, il faut également pouvoir peser, soit politiquement, soit parce qu'on a ces relationnels. Thierry, avant de revenir sur les enjeux, je veux qu'on reste quand même un peu sur les préalables. Et depuis Raoul, il y a ce grand chercheur qui a inventé la chloroquine et qui a été battu en brèche par certaines personnes pour des raisons qu'on peut imaginer. Et on se pose la question, pourquoi avoir traîné, pourquoi avoir attendu longtemps alors que la solution était à côté? Mais écoutez, peut-être les gens ne savent pas de qui on parle. On parle là du professeur Raoult, qui est un professeur de notoriété mondiale en la matière. Pas un kidam. Virologie, c'est pas un kidam. Qui depuis 20 ans travaille 365 jours sur 365. Rien que sa coiffure, son allure vous démontre qu'il n'a pas le temps pour autre chose. C'est le type de scientifique de laboratoire. C'est quelqu'un qui ne fait que de la recherche. Et donc les travaux sur la chloroquine, l'hydroxychloroquine et l'azithromycine, dont l'association parle de plaquenil, ne datent pas d'aujourd'hui. Il travaille sur les maladies infectieuses depuis des années, il travaille sur des virus depuis des années. Il a même d'ailleurs déjà travaillé sur le coronavirus. Parce qu'il faut faire la différence. Il y a le coronavirus et il y a le Covid-19, qui est une mutation du premier virus. Le SRAS, je crois. Donc, ce n'est pas n'importe qui. Quelqu'un qui ne fait pas de la recherche, quelqu'un qui n'est pas dans ce type de choses ne peut pas venir parce que simplement il est docteur ou professeur. Vraiment contredit ce monsieur. Sur 100 patients, 90 ont été guéris sur la base de ce protocole. Et les 10 autres, c'est du fait de maladies, comment je le dis, annexes ou bien pour d'autres maladies, pour d'autres paramètres, qu'ils n'ont pas été guéris. Donc voilà un traitement, un protocole de traitement qui a été éprouvé et qui a fait ses résultats, sur lequel la Chine, parce qu'il l'atteste, que la Chine a travaillé sur ce protocole, que le président Trump a engagé les États-Unis là-dessus, que le professeur, n'est-ce pas, chef service des maladies infectieuses de l'hôpital Fann de Dakar, n'est-ce pas, le professeur Moussa Sedi, a tranché au Sénégal le débat. Il n'y a plus de débat là-dessus. Et ils ont d'ailleurs requéri l'expertise du professeur Raoul, qui est né au Sénégal, qui a grandi au Sénégal, pour les accompagner dans la lutte, n'est-ce pas, pour cette affaire. Moi, je ne vais pas faire le débat autour du lobbying, de la mafia ou des intérêts des multinationales pharmaceutiques et tout. Je ne vais pas le faire. On a reçu le professeur, on a eu cet honneur d'avoir le professeur Essamé, ici dimanche, qui nous a confirmé qu'ils ont un potentiel, n'est-ce pas, et ils ont la capacité technique, matérielle de fabriquer cela. Ils sont capables de produire 6000 en une minute. En une minute. Maintenant, comme le professeur, le docteur, ou le président, le président
a attesté tout à l'heure, il ne suffit pas que pour lui, il y a un certain nombre d'aléas. Ouais. Mais dans le courrier du ministre que vous allez certainement lire, il précise qu'il met à la disposition du MINRESI un certain nombre de spécialistes de la direction de la pharmacie et d'autres compétences pour accompagner cela, pour mener la réflexion. C'est pas parce qu'on a dit, tchac, comme le ministre de la Recherche et de l'Innovation a dit, qu'on va se lancer. On va réfléchir sur ce dont on a besoin pour faire la production et on va mettre tout en œuvre. S'il faut mobiliser le MINREX, parce que ce n'est pas un combat. Oui. Il faut bien vous dire que ces actions-là entrent dans la stratégie gouvernementale, le plan national, la stratégie gouvernementale de riposte, de prévention et de riposte contre le Covid-19, qui mobilise un certain nombre, n'est-ce pas, d'administrations, de structures publiques, parapubliques, voire privées, et qui sont coordonnées par le comité interministériel de suivi présidé par le Premier ministre. Donc, s'il y a des composantes sociales, des catégories sociales à mobiliser, et on a un atout, et je voudrais rassurer le président là-dessus, c'est le ministre de la Santé. C'est un grand atout. Vous savez pourquoi? Parce qu'il a les yeux grands ouverts, les oreilles grandes ouvertes, et il a le flair. Parce que quand vous voyez la stratégie de Dr Manaouda, vous comprenez très bien que il adapte sa stratégie au quotidien, au fil et au fur et à mesure que les propositions lui parviennent. Donc c'est un atout. Et moi je suggère que l'ordre des médecins, rapidement, des pharmaciens, aille rapidement faire cette proposition. Oui. Et je présume que ces services sont en train de nous écouter, ils lui feront un compte rendu. Juste une précision, le temps de... Une précision, je voudrais un peu ajouter à ce qu'il a dit. Déjà, effectivement, aujourd'hui, on ne peut pas... Tout le monde sait que le ministre Manaouda, il est sur le pont. Il est sur le pont. Je me demande s'il dort. Bon, il est sur le pont. Alors, ce que je voudrais simplement ajouter, c'est quoi? Peut-être que pour bien faire ressortir ce que je disais par rapport à la production de chloroquine, nous avons un problème. Je repars sur l'Algérie. Ils avaient 3 millions de boîtes de plaquenil. Ils ont dû augmenter la production. Pourquoi? La production locale, et ils ont importé la matière première. Pourquoi? Parce que cette épidémie, cette pandémie est telle qu'elle touche massivement. Donc, pour revenir à notre cas, la production de l'IMPM ne peut pas suffire. Je vous donne un chiffre. Quand il m'a appelé, il y a 1 heure ou 2 pour me demander de venir passer à cette émission, vous comprenez bien que j'ai appelé nos producteurs privés. Et je leur ai demandé leur capacité. Ils m'ont dit, un seul m'a dit, j'ai pas envie de citer, les deux plus importants, ils ont une capacité de 2 milliards de comprimés et 1 milliard de gélules. Vous voyez que ça n'a rien à voir avec l'IMPM qui est une petite structure. C'est pour ça que je dis que ce que je voudrais dire. 6 000 minutes, ce que je voudrais dire, c'est que si on va être conforme même à notre politique nationale pharmaceutique qui a été faite il y a 5 ou 6 ans, il est important à ce stade-ci, bien que nous voulons guérir nos malades, il faut absolument y associer le secteur privé qui a une capacité bien plus grande, qui a des ressources humaines bien plus grandes, qui a des moyens qui a une seule faiblesse aujourd'hui à cause du contexte, parce que aujourd'hui c'est de la géostratégie. Il faudrait qu'ils s'appuient sur l'État. Ils ont les moyens de la production, mais pour atteindre un certain nombre d'objectifs, ils sont obligés de s'appuyer sur l'État. Donc, c'est un vrai appel que le gouvernement, de toute façon, vous l'avez dit tout à l'heure, le ministre Manaouda est méthodique. Et je sais, puisqu'il nous a demandé le concours il y a 2 semaines ou 3, nos secteurs pharmaceutiques, on ne peut qu'appuyer. Et c'est pour ça que je veux revenir à vous, permettez à Denis Ongba de se prononcer aussi sur cette question. Est-ce que vous comprenez cette guerre à peine? Le ministre qui adresse une correspondance et de l'autre côté, on a comme l'impression qu'il y a une espèce de réserve du côté de l'ordre de pharmaciens. Je la comprends totalement et
j'ai bien compris que le pharmacien prêchait sous sa chapelle. C'est tout à fait normal. Je crois que les questions qu'il avance sont tout à fait normales et sont plausibles. Si on dimensionne la crise comme une crise qui va aller grandissante, on peut effectivement questionner la capacité de l'IMPM à produire au niveau de la demande, ça c'est d'un. De deux également, on peut questionner la capacité de l'État en tant qu'administration à pouvoir trouver les intrants qui sont très demandés sur le marché international aujourd'hui. Ce sont des problématiques à poser à l'attention de nos décideurs. Mais j'avais cru écouter que le ministre de la Santé, lors de son passage précisément à la CRTV sans publicité, semblait avoir réglé la question des intrants. Il avait indiqué la voie de la Chine, qui était la voie prospectée, et qu'il avait de ce côté-là qu'il avait effectivement des pistes d'intrants là-bas. Ce qui est normal, et je comprends le président, c'est que dans le contexte actuel, il y aura d'autres questions qui risquent de se poser, les questions de distribution, les questions d'accès même aux produits, qui ne peuvent pas être réglées par l'État, effectivement. Parce qu'au-delà de la production, l'IMPM est à Yaoundé et la maladie va devoir s'étendre. Maintenant, les pharmaciens, les privés, qui ont une plus grande capacité, qui ont une plus grande puissance en termes de distribution, peuvent régler plus rapidement la question. Donc, ce sont des questions qui sont fondées, qu'il faut intégrer dans la stratégie. Mais je crois aussi que, à l'état actuel, peut-être, nous faisons des réflexions, peut-être que le ministre se dit, il faut déjà arriver à faire un protocole qui est arrêté, qui peut donc être remis à l'attention du privé pour duplication, parce que l'IMPM et les spécialistes du ministère étant là, je crois, pour garantir la qualité du protocole, une fois que ce produit sera peut-être arrêté et fait, on pourra donc, me semble-t-il, à ce moment-là, solliciter les privés. C'est d'autant plus que ça doit aussi impliquer les questions financières, parce que les privés ne viennent pas fabriquer. L'IMPM appartient à l'État et au sein de l'État, il y a des possibilités qui peuvent ne pas automatiquement impliquer des questions financières. Donc, il y a tout ça qu'il faut mettre ensemble en se disant, Monsieur le ministre Manaouda, qui est volontaire, qui travaille jour et nuit, j'imagine qu'il ne dort pas aussi, doit aussi avoir ces problèmes-là dans sa projection, en se disant, j'avance avec les moyens que j'ai. Je suis prudent, je réalise les choses qui sont dans ma fourchette. Si aujourd'hui j'engage peut-être beaucoup trop de gens, je ne sais pas qu'est-ce que l'enveloppe de la solidarité nationale lui donne aujourd'hui, quelles sont ses possibilités directes. Donc je crois qu'il avance aussi avec cette prudence en se disant, je commence par ce qui est possible, par ce qui est faisable, j'arrête un protocole avec l'IMPM, lorsque nous avons donc des résultats, peut-être dans les prochains jours, il va ouvrir cela au privé, qui ne peuvent ne pas venir dans cette affaire. Parce que les chiffres qui sont avancés, qui sont incontournables, on ne peut ne pas les inviter dans cette affaire parce qu'il s'agit d'une question nationale, ils ont la capacité de production et ils ont les moyens. On a besoin de tout le monde, de toutes les expertises, Thierry. Tout à fait. Vous savez, l'échange qu'a M. le ministre Santé avec sa collègue du gouvernement, le Minrezi, n'est pas un échange public. On en parle, les médias récupèrent cette question parce que ça s'est retrouvé dans les réseaux sociaux, sur la place publique. C'est pour ça qu'on en parle. Mais quand je lis la lettre du Minsanté, vous comprenez bien que rien n'est arrêté et que c'est une discussion. Parce qu'il précise bien... En fait, le Minsanté prépare le ministre à parer à toute éventualité. Exactement. Et dans le paragraphe 2 de cette correspondance, il tranche le débat sur la chloroquine ou sur l'efficacité de la chloroquine. Parce qu'il dit... J'ai l'honneur de vous faire connaître qu'en ce moment, le protocole de soins mis en place par les cliniciens dans le cadre du traitement des patients positifs au Covid-19 est construit autour de la chloroquine, comme je le disais d'entrée de jeu. C'est-à-dire que le débat, il n'y a plus de débat là-dessus. Non, nous n'avons pas le débat. Il me semble que nous n'avions pas le débat. Non, pas là. Non, je suis d'accord. Maintenant, dès lors qu'on a identifié la chloroquine comme quelque chose de bien pour le traitement, il faut trouver les voies et moyens. Et dans le premier paragraphe, vous avez la réponse à ce que je dis. Parce qu'il dit, dans le cadre de l'implémentation du plan de repos de notre pays contre le Covid-19, conformément aux termes de votre exposé au cours du conseil de cabinet du mois dernier. Vous comprenez? C'est le ministre de la Santé.
c'est d'abord État. Mais aujourd'hui, croyez-moi, l'État providentiel, ça a disparu depuis bien longtemps. On parle beaucoup plus dans notre pays de partenariat public-privé et dans presque tous les domaines. Donc, rassurez-vous, docteur. Moi, je dis, ce n'est que des efforts conjugués. Cette maladie, cette pandémie ne connaît pas qui est ministre, qui est État, qui est privé, qui est docteur. Ça prend tout le monde. Donc, on est obligé d'aller vers une concertation, vers des efforts conjugués, qu'ils soient publics, privés, ou public, ou privé. Alors, docteur Christophe, moi je voulais comprendre un peu, au moment où le ministre, toujours dans sa correspondance, il dit que ce médicament avait été retiré du marché, il demande sa production, mais on se pose la question, les médicaments, les chloroquines qu'on retrouve dans les pharmacies viennent d'où? C'est pas... Ces médicaments-là ne sont pas fabriqués dans les quartiers. Qu'est-ce qui nous prouve que la fiabilité de ces chloroquines-là? C'est une très bonne question et je me suis déjà exprimé, y compris sur votre antenne, à ce sujet. Mais je voulais déjà rassurer M. Ndom. Enon. Monsieur Enon. Monsieur Enon. Je voulais le rassurer en disant que nous ne sommes pas... Il s'agit depuis le début, depuis la première réunion de crise relative au coronavirus, le ministre de la Santé nous a dit qu'il aurait besoin de nous et que c'était même possible qu'on réquisitionne nos moyens financiers, humains, matériels et nos ressources. Donc, le problème ne se trouve pas là. Donc, moi, je parlais simplement en termes de capacité de production. Nous voulons bien cette chloroquine, mais il faut avoir la capacité de la produire. Je viens de vous dire que des structures privées m'ont dit en venant là qu'ils font 2 milliards de comprimés et 1 milliard de gélules. Vous voyez que ça n'a rien à voir. Et dans des conditions où les bonnes pratiques sont déjà en place. Où on respecte la norme, on respecte... C'est pas là le problème. C'était pas là le problème. Alors maintenant, pour revenir à la question que Bouba pose, effectivement, cette chloroquine avait été retirée pour plusieurs raisons. Il y a longtemps. Il y a 17 ans ou 18 ans, si je ne me trompe. Ce qui veut dire quoi? Ce qui veut dire que la chloroquine n'a pas toutes celles que vous allez trouver jusqu'à... Il y a quelques jours, il y a 2-3 jours, j'ai redemandé à celui qui signe les autorisations pour que les chloroquines entrent, c'est-à-dire le directeur de la pharmacie et du médicament. Il m'a certifié qu'il y avait une seule dérogation qu'il avait signée et que le fournisseur en question n'avait pas encore importé. Ce qui veut dire quoi? Ce qui veut dire que toutes les chloroquines que vous trouvez, soit elles sont entrées illégalement, c'est-à-dire par des moyens, soit elle est fabriquée localement mais complètement fausse. D'ailleurs, vous avez dû voir que l'ANACOM et une équipe dirigée par le docteur Nia à la PCC, à Bamenda, ont bien prouvé qu'un certain nombre de ces chloroquines n'avaient même pas de principe actif. Je ne dis même pas qu'il y avait 60% ou 80%. Peut-être du foufou. Du tout. Voilà, absolument. Donc, et moi, nous avons lancé un appel au Conseil de l'ordre des pharmaciens, à tous les pharmaciens, de respecter les bonnes pratiques pharmaceutiques. Qui veulent quoi? Qui veulent, par exemple, quand on est dans la dispensation, qu'on ne dispense que des produits qui ont une AMM et qu'on prenne chez le fournisseur qui est agréé, parce que lui, il respecte. Docteur Christophe, entendons-nous bien sur cette question bien précise. Vous dites que celui qui autorise l'entrée de la chloroquine a donné une autorisation à une seule personne qui n'a pas encore importé la chloroquine. C'est bien cela. C'est ce que ce responsable m'a dit. À ce jour, voilà, c'était jeudi dernier. Jeudi dernier, voilà. Donc c'est tout frais. Des autres, voilà. Vos collègues pharmaciens qui nous vendent la chloroquine, ils fabriquent ça où? Moi, je ne suis pas certain que de ma position de vice-président de l'ordre des pharmaciens, je ne suis pas certain qu'un pharmacien ait importé légalement de la chloroquine. Donc, je n'ai pas vu de la chloroquine. Parce que quand on lit le courrier du ministre, également, c'est lui le principal mandataire du MinSanté auprès du MINRESI, le directeur du médicament, de pharmacie et des laboratoires. Je voudrais dire que, vous savez, il y a 2 façons d'avoir du médicament illégal.
il y a le médicament qui est complètement illégal, c'est-à-dire qu'il... voilà. Il y a le médicament, vous savez, le médicament, c'est un objet scientifique, technique, c'est même un objet technologique, mais qui implique beaucoup de responsabilités. Donc, il est très réglementé. Donc, à partir du moment où vous ne respectez pas la réglementation, à supposer même que ce médicament soit sur le plan de la fabrication, qu'il soit de qualité, sur le plan de la fabrication, s'il ne respecte pas la réglementation, s'il n'a pas eu tous les visas où on a tout testé, il est considéré comme un médicament illégal. C'est la raison pour laquelle, je peux vous dire par exemple que chez les officinaux que moi je connais et autres, il n'y a pas de chloroquine. Il n'y a pas de chloroquine. Et je voulais aussi vous ajouter que dans le protocole, je peux vous le dire, dans le protocole qui a été fait, qui est effectivement fait par les équipes dirigées autour du professeur Sogui, tout ça, c'est du plaquenil qui a été réquisitionné chez un de nos fournisseurs. Du plaquenil normal. Donc, et ça me permet une fois encore... Plaquenil qui est l'association... Voilà, ça me permet une fois encore de dire que ça, c'est l'âge du mandat aux populations. Il ne faut pas vous approvisionner en chloroquine en vous disant que vous allez vous soigner tout seul. Il n'y a pas d'automédication. C'est sur prescription. C'est sur prescription et sur contrôle hospitalier. Parce qu'il y a des fonctions cardiaques et tout ça qu'il faudrait regarder parce qu'il risque d'avoir. Alors, Denis Ongba, est-ce que ça ne craint pas de savoir que la fausse chloroquine serait en circulation un peu partout et qu'on prenne la décision qu'on dise aux Camerounais qu'on soigne le coronavirus avec la chloroquine et que les gens, pour besoin de survie, instinct de survie, aillent spontanément acheter des fausses chloroquines qui se trouvent sur la place. Vous savez, Bouba, la question du médicament ou du faux médicament, du médicament de la rue au Cameroun, faisait partie des premiers mandats que le docteur Manaouda s'était donné quand il est arrivé au ministère de la Santé. Il s'était fixé pour mandat de sortir le médicament du quartier, de la clandestinité, pour tenter de respecter la réglementation que le vice-président évoque là. Mais c'est une maladie, j'allais dire que c'est un coronavirus difficile au Cameroun. Lui n'est pas pandémique, mais il est même endémique. C'est-à-dire que c'est une affaire qui subsiste à plusieurs ministres, à plusieurs gouvernements. C'est une question permanente. Je comprends que M. le vice-président soit pudique et essaie d'enlever les pharmaciens de cette affaire. C'est aller très vite en besogne. Ils en sont complices, en tout cas pour certains, qui sont effectivement au cœur de ce médicament clandestin, qui ont profité de cette situation d'instabilité. Vous savez que beaucoup de ceux qu'on indexe aujourd'hui comme étant ceux qui ont transporté ou qui ont fait migrer cette maladie-là se retrouvent dans les quartiers, ainsi de suite. Et l'automédication a commencé entre ces gens-là et ceux qui ont peur. Mais ça circule. Ça circule. D'ailleurs, le ministre a débusqué toute une fabrique, je crois, dans un quartier de la ville de Yaoundé, qui avait déjà lancé une production industrielle, certainement un peu plus de 6 000 que l'IMPM, comme pour affler ce marché. C'est vous dire qu'aujourd'hui, nous sommes face à une question grave, parce que ce courrier, en donnant la légitimité à l'IMPM, relance aussi le marché dans les sous-quartiers. C'est-à-dire que ce courrier conforte les clandestins de ce que, alors, un marché vient d'être ouvert et il faut lancer la production. Effectivement, on va rentrer dans une affaire qui va être compliquée à gérer. Qui va être compliquée à gérer entre le faux médicament et le bon médicament, même dans les pharmacies. C'est-à-dire que ce sera difficile à manœuvrer. Nous avons, nous les Camerounais, une fâcheuse manière de savoir nous enrichir, même sur le dos des morts. Vous vous souvenez, en 1998, quand les gens ont brûlé ensemble, l'État avait décidé de donner 200 000 à chaque famille qui reconnaîtrait un des siens. Les gens venaient chercher 4 ou 5 corps, même si ce n'était pas des corps de leur famille. Vous voyez donc que cette crise, cette lettre du ministre, que Thierry voit déjà dans les réseaux sociaux, ce n'est plus simplement pour l'usage d'une communication gouvernementale qui aurait pu être faite entre deux ministres. Ça m'avait d'ailleurs gêné personnellement d'écouter un membre du gouvernement, membre de cette commission de lutte contre le coronavirus, dire que j'attends simplement que le ministre de la Santé publique me donne l'ordre. Je me suis demandé, mais les ministres de mon pays travaillent comment au point ils ne peuvent pas se donner des ordres, au point il faut un courrier comme celle-ci. Tout cela également m'inquiète un peu, mais en me disant que dès demain,
les fabricants clandestins vont commencer leur boulot. Et le risque, et le grand risque sera effectivement... Et moi, j'ai envie de poser la question au président, ça me taraude l'esprit. Après l'IMPM, comment on va faire maintenant pour assermenter ce médicament? Comment est-ce que ça va se faire dans le process? Tout cela m'embête un peu en me disant, oui, on aura fini de fabriquer à l'IMPM. Maintenant, comment ça va se faire pour que ce soit mis à la disposition des populations, et ainsi de suite? Ça va être un gros marché extrêmement difficile. Quand on sait que dans cette grosse bataille du médicament, notre pays fait office d'un tout petit, comment est-ce que ce médicament va faire pour recevoir tous les agréments nécessaires pour se retrouver sur le marché? C'est une question difficile. Alors, Thierry, l'initiative du ministre, je reviens à vous tout à l'heure, si vous permettez, je vais revenir à vous tout à l'heure pour vous relancer sur sa question. L'initiative du ministre est certes louable, mais il faut faire attention aux opportunistes. L'initiative du ministre est louable. Deux, il faut vous référer également à des précédentes correspondances, notamment celle du ministre adressée aux professionnels de la pharmacie, aux pharmaciens en général, sur la commercialisation, où il avait même fait un embargo sur le plaquenil ou tout autre médicament qui pouvait servir. Et il faut vous dire qu'il avait clairement dit, c'est sûr de tous, que l'automédication tue. C'est comme tout le monde sait que la cigarette nuit gravement à la santé et tout le monde lit ce message sur le paquet, mais n'arrête pas de fumer. Donc, je crois que je m'aligne sur le propos de Denis, qui pense, je vous l'expliquais déjà ici, c'est la société, c'est un problème de société. Entre la censure, le contrôle social, la censure et la déviance ou la délinquance. C'est-à-dire que la société camerounaise, les individus dans la société camerounaise ont un mal quant à l'application des lois, des normes, des valeurs et des règlements. Et voilà pourquoi, avec tout ça, avec la misère, la pauvreté et tout ce que vous pouvez imaginer, parce que c'est ça, les gens veulent survivre. Et comme ça, ils multiplient un certain nombre d'actions ou de choses qui leur permettent de survivre, même ceux qui mettent en péril la société et les autres. Voilà pourquoi est-ce que vous pouvez comprendre que dans une société comme celle-là, et c'est justement pour ça qu'il y a 15 ans, 16 ans ou 18 ans, justement cette chloroquine avait été retirée du marché. Parce que les gens en faisaient de l'automédication. Vous comprenez un peu? Ce n'était pas tant parce qu'il n'était pas un médicament bon, mais c'est que les gens l'utilisaient à tort et à travers. Deuxièmement, il faut vous dire que même certains professionnels de la pharmacie ou de la médecine, ça donnait, du fait des liens ou de l'affiliation qu'ils auraient avec des uns, à commercialiser ou à offrir ce médicament sans prescription médicale. Parce qu'on a un copain qui est pharmacien et qu'il pense que vous avez un mal et qui peut vous offrir ce médicament que vous lui avez demandé, vous le lui donnez. Donc c'est ça le problème. C'est également un problème d'application, de respect des lois, des règlements. Ça ne se voit nulle part. Cette tolérance administrative où on voit ces messieurs-là. Parce qu'au Cameroun, il n'y a pas que ça. Même les Ferragans est faux. Même le paracétamol est faux. Vous comprenez un peu? Et on tolère toujours ces gens qui sont là partout. C'est sûr. Le CB connaît qui est le vendeur, où on fabrique ça, le commissaire le sait, tout le monde le sait, ça ne dérange personne. Et on ne fait rien. Docteur, au-delà de ces c'est plus vieux que nous et ça nous dépasse. Il y a beaucoup de choses à faire. Je suis très content de son plaidoyer, parce qu'il fait un plaidoyer qui montre que ce n'est pas un problème, et on se tue à le dire tout le temps, ce n'est pas un problème de pharmacien, c'est un problème de santé publique. Le jour où on comprendra ça, ça va être réglé. Alors, sur la question de Denis, la certification et autres. Voilà. Quand moi j'ai lu cette correspondance, je me suis dit que... alors, est-ce que ça veut simplement... Ça autorise simplement l'IMPM à fabriquer de la chloroquine, parce que, étant entendu que on ne fabrique pas seulement. Quand un producteur fabrique, après, il soumet le produit qu'il a fabriqué avec tout un dossier pharmaceutique à l'autorité chargée de la régulation, qui est ici la direction de la pharmacie et du médicament, à travers la commission d'homologation.
qui va vérifier un certain nombre de caractéristiques du produit pour le valider et autoriser qu'on le mette sur le marché. Alors, est-ce que la lettre du ministre veut dire à la fois homologation et autorisation de la structure à produire? Ça, j'en sais rien. Mais je me dis que quand je lis l'avant-dernier paragraphe, je crois, où le ministre parle de mettre mes services techniques compétents, notamment la direction de la pharmacie, du médicament et des laboratoires, se tient à disposition pour tout accompagnement. Peut-être que c'est là. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'à la fin de la fabrication, ou alors même pendant, ils pourront aller suivre un peu. Avant, de façon pendant et après. Mais le problème que j'ai soulevé au tout début reste important. C'est-à-dire que au-delà de tout, il faudrait pouvoir réserver cette production à des structures compétentes qui, pour le moment, se retrouvent dans le privé. Et j'ajoute peut-être plus compétentes. Oui, forcément, puisque même la ministre l'a dit hier, c'est un institut de recherche. Ce n'est pas un laboratoire de fabrication. On vous a compris. Alors, non, je voudrais ajouter un élément très important qu'on a tendance à oublier. La santé n'est pas seulement une charge. Quand vous voulez que votre pays avance, il faut également que cette santé devienne un levier de croissance. Et on ne le fait que avec le secteur privé. C'est avec le secteur privé qu'on a ces points de croissance. Alors, je voulais vous inviter, chers panélistes, à sortir. Oui. 10 secondes. Je voudrais quand même relever et attirer l'attention du président là-dessus. Pour vous dire que quand vous avez une pandémie comme celle-là, qui est d'ailleurs mondiale, il y a d'autres dimensions qui sont parfois des dimensions cachées. Oui. Et que l'État qui sait tout ne peut pas toujours dire à tout le monde. Donc, le choix parfois, certains choix qu'opère le gouvernement sont parfois d'ordre stratégique, de nature à privilégier l'intérêt général. Parce que dans cette affaire, il y a des gens qui tirent leur compte. Hein. Il y a des gens qui se satisfont de ce que le mal perdu, le malheur des uns, des uns fait le bonheur des autres. On connaît cette maxime. Ou qu'il y ait des pénuries de médicaments. Qu'on termine à la suite de cette correspondance du ministre de la Santé. Revenir également pour sortir de ces débriefs sur le port obligatoire des masques par le ministre de la Santé et comme mesure également le ministre des Transports a signé un communiqué allant dans ce sens. Ngale Masséna Bibeye lui porte donc à la connaissance du public qu'il est dorénavant exigé à tout usager de transport public, routier, aérien, ferroviaire, maritime, fluvial, d'arborer le cache-nez avant l'accès à bord de tout mode de transport en commun. En conséquence, il demande à toutes les administrations et sociétés sous tutelle aux opérateurs de ce secteur de transport de veiller à l'application de cette stricte décision. Ça veut dire que désormais, quand vous montez à bord, Denis, d'un taxi ou alors d'une voiture pour aller entre Douala-Bafoussam, Douala-Yaoundé, vous devrez obligatoirement mettre un cache-nez. Oui, un cache-nez médical, il faut ajouter. Parce que l'aspect médical est très important. Je ne sais pas pourquoi on a oublié cela. On a un pharmacien avec nous. Je passais par un marché de la ville ce matin. J'ai vu la fabrication des cache-nez en quantité, avec des tissus ramassés n'importe où et n'importe comment. Je ne sais pas s'il s'agit de cette catégorie. Je dis que c'est une bonne décision. La plupart des pays qui sont arrivés à régler ou en tout cas à maîtriser la pandémie, la Corée du Sud, pour ne citer que ce pays, ont systématisé le port du casque. En France, je crois également que l'État français a imposé cela à tout le monde pour arriver à régler la contamination. Mais une fois qu'on a pris cette décision, il y a eu un ensemble de mesures pour la disponibilité du casque, notamment le casque médical. On a un pharmacien avec nous. Je crois que les techniciens disent que le port du casque, c'est 2 ou 3 heures, 4 heures. Les Français ont développé, je crois aussi, un certain modèle qui est lavable 1 ou 2 fois, on peut réutiliser. Mais une fois encore,
je crains que la question du masque aussi produise des avatars qu'on ne peut pas contrôler et qui ne risquent pas de régler la question. C'est bien de prendre ce genre de mesures, mais je regrette qu'à date ou ce soir, la disponibilité du masque ne soit pas de nature à régler efficacement cette question. Je crois aussi que le masque médical, comme on parlait du médicament tout à l'heure, on aurait pu, de manière aussi préventive, encourager ces structures, des privés comme des publics, à fabriquer un nombre important de masques médicaux pour qu'on les rende disponibles pour tout le monde et pour que cette mesure-là puisse être accompagnée. Donc, je crains que cette mesure-là soit difficilement appliquée ou applicable. Évidemment, tout le monde aura un masque. Je ne sais pas si les masques que les gens abordent, parce que j'ai regardé la ville tout à l'heure, chacun y va de son choix, de son tissu, de ce qu'il fabrique. J'ai même vu des gens essayer d'utiliser des tissus, des chaussettes et tout ça pour avoir un cache-nez. J'ai même vu des gens mettre des échelles. Je ne sais pas si ça résout le même problème, mais en tout cas, c'est les techniciens qui nous diront si ça va jouer effectivement le même rôle. Thierry. C'est Boubangomna, lorsque vous avez évoqué la question des masques, j'ai rapidement pris mon téléphone, parce que c'est tout ce que j'ai là, et je suis retombé, je suis allé fouiller la lettre du ministre d'État, secrétaire général de la présidente, datée du 9 mars, adressée au ministre de la Santé sur la question des masques. Objet mesure contre l'exportation des masques de protection. Des informations parvenues à la présidente de la République font état de ce que le 6 cartons contenant des masques de protection et pesant chacun 45 kilos ont été emportés à l'aéroport international de Douala à destination de la Chine. À cet égard, j'ai l'honneur de vous demander de mettre en liaison avec les autorités compétentes de bien vouloir interdire l'exportation des masques dans le cadre de la mesure de préservation des stocks disponibles afin de ne pas entamer nos capacités à faire face à la propagation de l'épidémie du coronavirus au Cameroun. Et quand vous voyez les personnes mises en copie, c'est la DGSN, le CED, le MINFI et la douane. Je vous ai dit, l'État, c'est tout. Quel était l'intérêt des Camerounais d'approvisionner d'autres pays qui sont, même en matière technologique, largement avancés sur le Cameroun et qui ont la capacité de fabriquer ces masques? L'intérêt, c'est du business. Non, au-delà du business. Je vous dis, il y a parfois, avec ce type de pandémie, d'autres intérêts qui sont politiques, qui sont stratégiques, qui sont diplomatiques, qui sont de nature à asphyxier un pays. Et quand monsieur le SGPR, ministre d'État SGPR, c'est le patron des renseignements. Je vous ai dit, les gens qui sont en copie, l'État sait beaucoup de choses. C'est le président de la République qui parle. Donc, il faut faire attention. Et aussi, je vous rappelle ce petit exemple. Pour sortir. Il y a des jeunes qui m'ont vu en début de semaine dernière. Oui. Je les ai recommandés à la direction de la protection de la santé. Et ils ont mis en place, sur la base de matériaux locaux, des masques qui sont efficaces. Le plus important, c'est justement d'avoir ces masques et d'aller vers une production. Parce que si on attend des masques de l'étranger, il n'y en aura pas. Et on n'est pas sûr que ceux qui viendront de l'étranger seront conformes ou ne seront pas contaminés. Donc il faut une fabrication locale de cette affaire. Docteur Christophe, quelle efficacité pour ces masques qu'on fabrique de manière artisanale? Alors, je voulais déjà dire que le Covid-19 nous a permis d'être plus modestes. Pourquoi? Parce que moi, je peux vous dire que j'ai fait personnellement 2 sorties au tout début au sujet des masques, notamment Cameroun Tribune et dans d'autres journaux, où j'ai répété ce qu'on sait normalement d'un masque chinois, FFP2 et FFP3, étant entendu que l'un sert pour un malade, quelqu'un qui est atteint, et l'autre sert pour le soignant, pour protéger le soignant. Il va sans dire que quand on a vu l'évolution de la pandémie, on s'est rendu compte que tout le monde devrait arborer les masques. Pourquoi? Parce que c'est une pandémie qui, quand le porteur peut être asymptomatique et transmettre. Donc vous ne pouvez pas savoir. C'est pour ça que c'est tout à fait justifié qu'on puisse l'aborder partout. Maintenant, les masques ont des spécifications. Très rapidement, on n'a plus beaucoup de temps. Voilà, les masques ont des spécifications. C'est la raison pour laquelle, quand on décide de les fabriquer de façon artisanale, le plus important, c'est qu'on puisse respecter ces spécifications. J'y arrive. J'espère que c'est le cas, de façon à ce qu'ils soient efficaces. Parce que ça ne sert à rien de porter quelque chose qui ne vous protège pas.
Merci, cher monsieur. Nous sommes arrivés au terme de ce débrief, notre débrief sûrement. Thierry, merci d'être venu. Merci à Merci. vous. Merci de nous avoir Merci d'avoir répondu spontanément à notre invitation. Madame, monsieur, c'est terminé pour le débrief aujourd'hui. Le journal, c'est dans quelques minutes. Surtout, n'oubliez pas, ce geste peut vous sauver avec un peu de gel. Et puis la distanciation oblige. N'oubliez pas. Madame, monsieur, bonsoir. Restez scotchés.